Donc ce que je disais, c'est que voilà, on vient d'être enregistré pour nous identifier sur la belle photo qui paraîtra dans le journal. Donc peut-être qu'on peut vous inviter à nous rejoindre ici pour que voilà, vous puissiez bien entendre ce qu'on va vous partager et puis aussi être plus proche dans la séquence où on vous donnera la parole. Donc là ici on vous propose en fait de vivre un moment où nous on va vous proposer quelques éclairages sur le sujet de la finance et quel sens donner à la finance. Mais on a aussi envie d'ouvrir la discussion avec vous et donc il y aura des petites propositions pour que vous puissiez participer et nous apporter aussi vos questions, vos ressentis autour du sujet de la finance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc pour commencer ce temps ensemble, on va déjà se présenter, vous dire qui on est. Donc moi je vais commencer. Moi je m'appelle Thomas Bernard. Je suis facilitateur de l'intelligence collective et je vais animer ce temps qu'on va passer ensemble. Et je passe le micro à ma voisine. Bonjour. Ah ouais. Ok, je vais parler un peu moins fort. Très efficace ce micro. Bonjour tout le monde, moi je suis Charlotte Leduc, je suis députée de Moselle à la France Insoumise NUPES. Bonjour, Emmanuel Mouillon. Moi je m'occupe d'un tiers-lieu qui est au-dessus d'Aubernais, à Clignotal, qui s'appelle le Domaine de la Chouette. Et je suis ici en ma qualité d'ancien banquier repenti. Voilà. Et sinon, depuis 12 ans que j'ai quitté la banque, je suis comédien. Voilà, merci. Bonsoir, moi je m'appelle Alexandrine Mas et je suis bénévole à Oxfam, au groupe local de Strasbourg. Bonsoir, je suis Olivier Guillambé, je suis banquier itinérant à la Nef, en charge des professionnels sur le territoire alsacien et lorrain, et ce depuis presque 10 ans. Bonsoir, Tom Baumer, un des 2 salariés de la monnaie locale en tant que coordinateur, le STUC. Et donc on va repartir dans cette séquence de paroles pour explorer un petit peu ce sujet autour de la finance et apporter quelques éclairages. Donc je vais m'adresser d'abord à Charlotte qui va pouvoir nous éclairer un petit peu ou apporter des éléments sur quel rôle joue la fiscalité dans la circulation de l'argent, quel lien ça a avec le milieu financier, quel lien ça a avec peut-être nos vies et voilà, comment ça vient interagir avec nous, tous ces sujets. Merci beaucoup. Alors, avant de vous parler de ça, je vais quand même vous expliquer très rapidement d'où je parle, parce qu'évidemment, puisque je suis députée, je vais forcément développer un point de vue assez politique sur le sujet, mais avant tout un point de vue citoyen, parce qu'avant d'être élue, j'étais militante à ATTAC, et j'étais très engagée dans l'association ATTAC qui milite notamment pour la justice fiscale, entre autres, la justice sociale, et qui travaille beaucoup sur les questions de fiscalité, et notamment sur contre la finance, en tout cas dans sa forme actuelle, et pour notamment, il y a une lutte aussi très importante contre l'évasion fiscale, et je vais beaucoup vous parler de ça. Quand j'étais militante à ATTAC, voilà, c'est ça qui m'a conduit à m'engager en politique lors des dernières élections législatives dans le cadre de l'Union de la gauche, et j'ai été contre toute attente élue en Moselle, donc je me suis retrouvée députée donc il y a maintenant presque 2 ans. Et quand j'ai été élue députée, je vous précise d'où je parle aussi professionnellement, parce que j'ai ce point de vue militant et citoyen qui m'a fait rentrer à la commission des finances en tant que députée, mais il faut savoir que de métier, je suis archéologue, donc je n'ai absolument rien à voir avec la chose, ce qui fait que j'ai parfois des approximations, je ne jargonne pas quand je suis à la commission des finances, il y a plein de moments où je ne comprends rien de ce qui se passe, mais par contre politiquement je comprends beaucoup de choses de ce qui se passe, et c'est pour ça que c'est intéressant que des citoyens entrent à l'Assemblée nationale. Engagez-vous, comme on dit.
donc c'est quand même pour préciser un peu d'où je parlais. Quand j'ai été élue députée, j'ai donc rejoint la commission des finances. Et dans le cadre de la commission des finances, donc c'est vraiment un petit échantillon de députés qui s'occupent d'examiner tout ce qui relève des finances de l'État, et notamment le budget que nous votions avant qu'il y ait toutes ces séries de 49.3. On ne les vote plus maintenant, mais en tout cas que nous examinons à l'automne. Et donc dans le cadre de l'examen du budget de l'État à l'automne, on nous confie, à nous, députés de la commission des finances, des rapports que nous devons rendre pour examiner en gros comment l'argent de l'État est utilisé sur tel ou tel sujet. Donc ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans la recherche, ça peut être dans la défense, tout un tas de sujets comme celui-ci. Et dans la mandature actuelle, le président de la commission des finances est un député insoumis, Éric Coquerel, puisque la commission des finances est donnée à l'opposition, traditionnellement depuis quelques années. Et Éric Coquerel, quand il a été élu président de la commission des finances, il a décidé de créer un nouveau rapport, c'est-à-dire de demander l'examen du budget sur un sujet nouveau, qui était le sujet de l'évasion fiscale. Ce sujet-là n'existait pas auparavant. Et donc ce rapport m'a été confié. Donc tous les ans, je dois mener des auditions et rendre un rapport ensuite pour documenter les moyens que met l'État pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc évidemment, moi c'est un sujet je suis très heureuse qu'on m'ait confié ce rapport et je suis vraiment... Je dévoue une grande partie de mon mandat à ce travail-là. Et je vous donne tout de suite, spoiler alerte comme on dit, l'État ne fait pas grand-chose pour lutter contre l'évasion fiscale. Et c'est donc un combat politique que nous avons à mener. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir été invitée dans ce cadre-là pour discuter de ça ici, parce que mon combat politique, en tout cas, c'est de pouvoir parler évasion fiscale partout où je vais et de faire en sorte que les citoyens s'emparent de ce sujet, parce que l'évasion fiscale n'est pas une fatalité. Il y a des choix politiques qui sont faits de mettre des moyens ou pas pour lutter contre l'évasion fiscale, et c'est pas un petit sujet, parce que alors pour peut-être repréciser clairement de quoi il s'agit quand on parle d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, ça englobe ce qu'on appelle la fraude fiscale, donc c'est vraiment la fraude à l'impôt, donc la fraude qui est caractérisée, et ça englobe aussi tout ce qu'on entend souvent désigné comme optimisation fiscale agressive, c'est-à-dire le fait d'utiliser des moyens qui sont légaux, mais qui... alors, en gros, on dit que ça respecte la lettre de la loi, mais ça ne respecte pas l'esprit de la loi, c'est-à-dire qu'on utilise des moyens légaux pour faire en sorte de diminuer ou d'éviter totalement l'impôt. Et ça constitue en fait un abus de droit, on abuse de la loi pour pouvoir minimiser son impôt. Donc, quand on parle d'évasion fiscale, on parle bien de ces deux choses-là. Et donc, quelque part, là, on parle d'alternatives monétaires, de circulation alternative à l'évasion fiscale. Quelque part, c'est une alternative aussi, mais alors c'est vraiment pas une qu'on souhaite voir se développer. Elle est absolument délétère, parce que l'évasion fiscale, ça concerne les plus riches de notre pays, notamment les particuliers très riches, les milliardaires la plupart du temps, et puis les très très grosses entreprises, et notamment les multinationales qui ont le moyen de délocaliser leurs profits, donc qui utilisent le fait d'avoir des filiales à l'étranger, et notamment dans des paradis fiscaux, et ça leur permet de délocaliser leurs profits et donc d'éviter l'impôt. Et c'est pas un petit sujet, je vous le disais, parce qu'on estime au niveau mondial, on estime à plus de 1000 milliards de dollars les profits qui sont transférés par les grandes entreprises, notamment dans les paradis fiscaux. C'est à peu près 950 milliards d'euros par année qui circulent, qui échappent aux États qui sont concernés. Ça, c'est un chiffre qui a été donné par Gabriel Zucman dans un rapport de l'Observatoire européen de la fiscalité. Pour la France, on estime l'évasion fiscale à peu près 100 milliards par an de manque à gagner. Donc ça, c'est un chiffrage qui date de 2013 maintenant, qui a été revu en 2018 par Solidaire Finances Publiques, donc le syndicat solidaire dans l'administration, la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, qui s'occupe
de lutter contre l'évasion fiscale. Donc à l'échelle de la France, c'est 100 milliards de manque à gagner par an. Évidemment, pour moi, je reviens sur l'objet d'en faire un sujet évidemment politique. Vous avez probablement tous entendu parler des économies budgétaires dont Bruno Le Maire nous rabâchait les oreilles. Voilà, on en est à demander 10 milliards d'économies budgétaires à faire cette année. Donc les administrations, les ministères qui doivent trouver ces 10 milliards à économiser. On nous demande d'en faire 20 milliards de plus au prochain projet de loi de finances, donc à l'automne. Il va falloir qu'on trouve 20 milliards supplémentaires à économiser, et puis on nous annonce en gros une cinquantaine de milliards à économiser dans les années qui viennent. Mais ces milliards-là, c'est les milliards qui financent les services publics, c'est les milliards qui financent l'école, l'hôpital, donc ça signifie, c'est très concrètement des fermetures de classes, des fermetures de lits d'hôpitaux, c'est quelque part, on vient consacrer encore une fois l'effondrement de nos services publics, le creusement des inégalités, et donc c'est clairement pas un petit sujet. Et c'est vrai que quand on met ces 10 milliards, 20 milliards en face des 100 milliards d'évasion fiscale, bah, c'est quand même il y a quand même un lien à faire qui est très très direct, et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut mettre des moyens pour lutter contre l'évasion fiscale, et le rapport que je rends annuellement montre clairement que l'État ne met pas les moyens. On a une administration, la DGFiP, qui organise tout le contrôle fiscal et qui est largement sous-dotée, et donc il y a énormément de choses à faire sur ce sujet. Je vois que tu lèves ton micro pour... Je voulais t'interpeller sur... les organisations qui sont impliquées. Tu nous as parlé de l'État, des institutions, les entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont aussi impliqués dans l'évasion fiscale et qui mériteraient d'être cités dans ces mécanismes? Dans l'évasion fiscale ou dans la lutte Alors, l'évasion fiscale, c'est clairement voilà, les particuliers très riches qui ont les moyens d'avoir notamment des holdings familiales ou du patrimoine, et d'utiliser tout un tas de niches fiscales ou de possibilités de délocaliser leur argent. Au niveau de l'entreprise, c'est essentiellement les très grandes multinationales. Donc là, on a vraiment et évidemment, l'évasion fiscale repose sur tout un écosystème de la finance, avec des avocats fiscalistes, des intermédiaires, beaucoup d'intermédiaires qui créent des montages fiscaux qui permettent de délocaliser. Alors il y a tout un tas. Si vous avez l'occasion de voir le film, si vous l'avez déjà vu, La très grande évasion fiscale, qui est un film de Denis Robert et de Yannick Kergoat, qui explique beaucoup de montages fiscaux. Il est assez efficace pour expliquer des montages fiscaux qui sont assez compliqués, et bon, il y a vraiment plein de possibilités de faire de l'évasion fiscale, et ça repose essentiellement sur l'existence de paradis fiscaux, ce qu'on appelle les États non coopératifs, c'est-à-dire des États qui ont une fiscalité très avantageuse, qui ont encore toute une opacité ou un manque de transparence qui fait qu'ils n'ont pas forcément de registre des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui possède quoi dans ces paradis fiscaux, et tout le mécanisme d'évasion fiscale repose sur la finance offshore et sur l'utilisation des paradis fiscaux. Et au niveau de la lutte contre l'évasion fiscale, ce qui, moi, est le cœur de mon rapport, moi j'auditionne clairement tous les parties prenantes là-dedans. On a évidemment l'administration fiscale, donc la DGFiP, avec les contrôleurs fiscaux, les contrôleurs des impôts. Il y a les douanes, évidemment, qui ont comme rôle, normalement, on pense souvent, alors le rôle des douaniers est un peu... évolue pas dans le bon sens, selon moi et même selon eux, puisqu'on leur demande maintenant de faire de plus en plus de contrôle de personnes, notamment le contrôle aux migrants, mais c'est pas du tout leur travail. Leur travail, c'est de faire le contrôle des marchandises, et aussi de lutter contre l'évasion fiscale, contre la fraude. Et il y a des services de renseignement, notamment Tracfin, qui travaille sur la question du blanchiment et de la fraude. Il y a le volet judiciaire aussi, parce que il y a le parquet national financier,
Enfin voilà, il y a tout un écosystème autant d'un côté que de l'autre et clairement l'écosystème de l'évasion fiscale est bien plus armé que celui de la lutte contre l'évasion fiscale et c'est là le cœur de mon travail, c'est de documenter ça et de faire en sorte de... voilà, moi je fais mon rapport et je fais des recommandations qui peuvent être législatives, comment combler les failles du droit pour lutter contre l'évasion fiscale et puis comment donner des moyens humains et financiers pour qu'on puisse progresser parce qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment le contrôle fiscal qui permet de caractériser les fraudes et d'aller ensuite récupérer l'argent. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe un peu à un autre aspect de tout ce qui se joue autour de la finance et donc proposer à Alexandrine de nous parler un petit peu du rôle que jouent ces acteurs financiers qui, on vient d'entendre, sont impliqués dans cette dynamique d'évasion fiscale et il me semble qu'ils sont impliqués aussi dans d'autres enjeux qui produisent des effets sur notre climat. Donc je crois que voilà, c'est ton sujet de prédilection. Alors du coup, oui, je vais vous parler des banques et de l'enjeu climatique que posent les banques. Donc il y a donc, Oxfam, qui est donc une ONG internationale qui publie des rapports scientifiques sur tout un tas de sujets, mais donc y compris les banques, récemment a montré donc que les banques participent en grande partie au réchauffement climatique et que actuellement les banques françaises en particulier sont particulièrement causent particulièrement ça. Il faut savoir qu'actuellement donc les 3 plus grandes banques françaises que sont BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole, chacune individuellement cause autant de gaz à effet de serre que la France entière. Et donc en fait ça se fait par des investissements, donc leurs investissements dans les énergies fossiles, pétrole et gaz en particulier. Et c'est le premier, la France est le premier financeur en Europe des projets pétroliers et gaziers. Donc si vous voulez voir un peu l'empreinte carbone de votre compte bancaire, parce que peut-être que chacun fait un peu ses petits gestes à la maison, peut-être que vous triez vos déchets, vous pensez bien faire en essayant de réduire votre empreinte carbone, mais on ne pense pas forcément à son compte bancaire. Et donc sachez que sur le site d'Oxfam, vous pouvez trouver un calculateur, donc vous mettez combien vous avez en épargne et votre banque, et vous allez voir combien génère votre épargne. Parce qu'évidemment on ne choisit pas malheureusement où va notre argent. Voilà. Ensuite, il y a évidemment des pétitions que vous pourrez signer à l'occasion de votre passage sur le site d'Oxfam. Donc voilà, ce qu'on sait actuellement, c'est que si les banques continuent à financer de cette façon les projets pétroliers gaziers, on est quasiment sûr de dépasser les objectifs des accords de Paris, donc de 1,5 degré. Donc là, on serait plus sur 4 degrés à l'horizon 2100. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant ? En fait, c'est assez difficile de légiférer sur... il faut en fait qu'il y ait une intervention étatique parce que les banques en elles-mêmes ne vont pas s'autoréguler. En fait, c'est un leurre et on entend parler de plus en plus de la finance verte. Peut-être que vous en avez entendu parler, donc des projets qui seraient financés, que les banques alloueraient une partie de leurs investissements à des projets soi-disant verts. Mais en fait, ça a été prouvé par des économistes que c'est assez cosmétique en fait et que ça ne change pas le fond du problème. Tant que ces banques continuent de financer les projets pétroliers gaziers. Et moi j'ai vu demander à des clients, et c'était difficile, c'est ce qui a fait que j'ai fait le chemin que j'ai fait après, de vendre un appartement pour nous rembourser, parce que d'un seul coup, on coupait tout, on coupait les crédits et tout ça. Et donc aujourd'hui, on a plein de gens qui sont exclus en fait du système et même qui ne trouvent plus à ouvrir de compte. C'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui maintenant vont dans une banque, on va leur dire vous gagnez combien, on va regarder la capacité de remboursement, on va regarder leurs charges, puis on va dire ah non on est désolé, non on peut pas, non on n'ouvre pas. Alors on peut pas leur dire on n'ouvre pas de compte à des gens comme vous,
mais on va leur dire on ne peut pas. Voilà, et la personne va dire bah, pourquoi? Puis on va dire bah, parce que on ne peut pas. Donc voilà, donc c'est assez simple, mais pour dire que donc aujourd'hui la Banque Postale a ouvert plein de comptes parce que tous les banquiers classiques envoient à la Banque Postale, parce que c'est la seule banque qui est obligée d'ouvrir les comptes, elle n'a pas le choix, elle n'a pas le droit de trier. Parce qu'elle va quand même rester au capital, il y a l'État, pour une partie en tout cas, et du coup, il y a la contrainte de devoir ouvrir des comptes, quoi. Voilà. Ce dont je peux vous témoigner par rapport à la masse monétaire et à la création monétaire, et puis répondre à vos questions plus tard s'il y a des questions qui se lèvent. Merci. Merci beaucoup. Donc on a déjà entendu parler de la fiscalité, du rôle de différentes entités dans ce jeu de circulation de la monnaie et des fuites en dehors de nos territoires et de nos services publics. On a entendu parler du rôle des banques, donc ces institutions qui sont aussi impliquées dans ce premier étage auprès de l'État. Quel rôle elles jouent dans les choix qui sont faits sur les projets qui sont développés, quel impact ça peut avoir sur le climat. On vient d'entendre aussi que ces banques jouent un rôle important dans la création monétaire et qui a accès en fait à cette monnaie et qui a le droit de la mettre en circulation et qu'il y a un tri visiblement qui est fait alors que voilà c'est des banques donc qui choisissent qui ont le droit d'avoir accès à tout ça. Est-ce que c'est vraiment une fatalité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres expériences, d'autres propositions qui existent autour de nous? Donc là, je vais passer le micro à Olivier et Tom, qui vont pouvoir nous parler des expériences qu'ils proposent dans nos territoires. Merci. Effectivement, on a vu un peu les dérives du système bancaire traditionnel et aujourd'hui, je vais vous présenter la NEF, puisque je suis salarié de cette coopérative de finances solidaires depuis 9 ans, après avoir fait un petit cursus plus traditionnel dans une banque qui se veut verte mais qui ne l'est pas vraiment, et j'avais besoin de me recentrer sur mes valeurs. Et j'ai découvert par le plus grand des hasards la NEF, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, structure coopérative de finances solidaires qui appartient pour le coup à 48 000 sociétaires et qui prône le fonctionnement depuis 40 ans en circuit court de l'argent, en finançant des projets que nos fondateurs appelaient éthiques. C'est une notion qui est un peu vieillie, mais qui reste quand même au goût du jour, puisqu'on parle plus aujourd'hui de projets de la transition. Mais effectivement, la NEF maintient depuis 40 ans, donc depuis son existence, un fonctionnement totalement atypique dans le paysage bancaire, puisqu'elle exerce tout simplement une double activité, c'est-à-dire qu'elle va collecter de l'épargne citoyenne auprès de personnes qui veulent véritablement donner du sens à leur argent, qui ne cherchent pas de la rentabilité, parce que c'est là où on est complètement déconnecté des taux d'intérêt qu'on pouvait avoir sur votre livret A ou sur votre épargne classique, et en plaçant cette épargne, ce qui est une notion importante pour nous, sur des supports monétaires. Donc ce sont des produits très basiques, livrets, compte à terme, part sociale. Pourquoi des produits monétaires? Parce que ça permet effectivement d'avoir une traçabilité sur les fonds. On a vu qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de dérives sur les produits financiers et tout ce qui s'ensuit. Et donc nous, ça permet d'avoir un regard et un contrôle sur l'argent qui est placé chez nous. Cette épargne, elle est aussi dite épargne de partage. C'est un fondement qu'on a voulu maintenir, puisque tout parti des épargnants peuvent donner des intérêts à des associations partenaires. Donc soutenir un autre écosystème, effectivement. Donc ça peut être des associations comme Terre de Liens, Sortir du nucléaire, Habitat et Humanisme, en fait, tout un écosystème qui gravite autour de la NEF. Donc on rentre dans une autre dimension de l'épargne en disant j'accepte de ne pas gagner grand-chose, et en plus le peu que je gagne, je peux le donner ou pas à des associations partenaires qui en ont véritablement besoin parce qu'ils sont engagés dans cette transition. Cet argent, je crois qu'à peu près c'est plus de 25% de nos épargnants qui distribuent leurs intérêts. Ça représente, alors on n'est pas sur des montants astronomiques parce que les taux d'intérêt sont plutôt bas actuellement, ça représente plus de 100 000 € donnés à des associations partenaires. Donc c'est pas négligeable, c'est un bonus, un cadeau pour ces associations. Cet argent, nous, l'autre activité de la NEF, on va l'utiliser comme ressource et on va le valoriser pour financer des projets professionnels. Projets professionnels, je dis qu'on appelle projet de la transition.
Projet de la transition, c'est quoi? Ce sont des projets qui apportent une véritable plus-value à la société dans 3 domaines qu'on a définis: l'écologie, le social et le culturel. Donc en gros, c'est des projets qui respectent l'humain et l'environnement avant toute chose. Pour vous donner un petit ordre d'idée, sur l'année 2023, c'est à peu près 200 millions d'euros d'épargne citoyenne qui ont été affectés au financement de ces projets professionnels, dont plus de la moitié aux projets écologiques. Donc effectivement, on peut dire aussi que la NEF est une banque verte pour le coup. Ces emprunteurs, ils vont forcément avoir un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt va permettre à notre coopérative de vivre, de fonctionner normalement et de rémunérer l'épargne des gens finalement qui nous ont confié les fonds. Donc effectivement, ça c'est un peu un schéma, le circuit court de l'argent en quelque sorte. Nos emprunteurs deviennent aussi automatiquement sociétaires, c'est-à-dire qu'ils vont souscrire des parts sociales et ils vont remettre au pot commun de la coopérative. Et en fait, indirectement, ils vont également soutenir des projets engagés comme le leur. Ils ont bénéficié de l'argent d'autres particuliers ou d'autres entreprises et aujourd'hui ils participent à soutenir d'autres projets en fait. Ce mécanisme de circuit court, pour nous, il ne pourrait pas fonctionner sans le principe de la transparence. On est un des seuls établissements financiers à publier l'intégralité des financements qu'on octroie chaque année. Ainsi, chaque épargnant, même s'il a que 10 € sur son livret, il peut véritablement voir ce qui est fait avec son argent. Il peut voir qu'il n'y a pas de projet climaticide financé à l'autre bout de la planète, et il peut voir qu'on fonctionne véritablement en toute transparence et en circuit court de l'argent en fait. Donc la NEF, en fait, en quelque sorte, elle déconnectait des marchés financiers pour se financer et de la Banque centrale. Notre ressource, c'est votre épargne, l'épargne des citoyens. Et donc, en quelque sorte, elle va favoriser la libre circulation de l'argent entre à un moment des gens qui ont à disposition de l'argent et d'autres qui en ont besoin pour financer un projet. Elle joue en quelque sorte un rôle d'intermédiaire, tout simplement ce que faisaient les banques il y a plusieurs décennies, en fonctionnant, collectant sur les dépôts des clients pour financer l'économie réelle. Donc cet argent est directement injecté dans l'économie réelle. Et aujourd'hui, la NEF, face aux urgences climatiques et sociales, a lancé une grande campagne de mobilisation citoyenne avec pour objectif de lever 30 millions de capital, tout simplement d'une part pour devenir la première banque éthique en France, parce qu'il en existe dans tous les autres pays européens qui fonctionnent sur le même principe que la NEF, sauf chez nous, et évidemment pour pouvoir prêter beaucoup plus et soutenir ces projets engagés, ces projets de la transition. En fait, en fonctionnement circuit court de l'argent, il existe d'autres alternatives que la NEF. Vous pouvez bien entendu placer dans d'autres structures si vous êtes plutôt sensible aux énergies renouvelables, si vous êtes plutôt sensible à l'agriculture, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez reprendre finalement le pouvoir sur votre argent et en quelque sorte définir la société que vous voulez pour demain. En fait, tout simplement, l'argent c'est pas une fin en soi, ça peut avoir du sens, on peut l'orienter, on est encore maître de son argent. Et il existe plein d'autres choses et je serais heureux de vous en apporter d'autres témoignages si vous avez des questions complémentaires. Pardon. Merci Olivier, très convaincant. Merci. Du coup, moi je vais vous expliquer pourquoi. Moi je suis militant écolo depuis des années. J'étais longtemps assez loin de la monnaie locale parce que je comprenais pas forcément c'était quoi l'intérêt par rapport au fait de consommer local déjà, etc. Et peut-être je vais essayer de vous présenter cet objet en reprenant un peu chacun de vos discours et voir ce que peut apporter la monnaie locale dans cet écosystème militant. Une monnaie locale, c'est ça. Peut-être si quelqu'un peut venir les chercher et les faire circuler. Bon, c'est du vrai argent, ne connais pas, c'est mon argent. Ça existe aussi en version numérique. Donc une monnaie locale, c'est quoi? Une monnaie locale, c'est une monnaie portée souvent par une association qui circule sur un territoire donné. Donc nous, c'est le Bas-Rhin, grosso modo. On a des liens avec certains commerces à Kehl, mais voilà, globalement, c'est le territoire du Bas-Rhin. Et pour faire le lien avec l'évasion fiscale, les commerces qui acceptent cette monnaie répondent à une charte. Dans cette charte, évidemment, il n'est pas question de faire de l'évasion fiscale. Il y a d'autres objectifs comme la transition écologique. C'est aussi des commerces qui vont essayer d'aller vers le mieux. Donc même si aujourd'hui ils n'ont pas des engagements tout à fait vertueux sur tous les aspects de leur activité économique, ils s'engagent à aller plus loin. Et surtout, l'engagement, c'est de réutiliser ces stucs
dans ce réseau de professionnels qui répondent à ces enjeux écologiques et sociaux. Le domaine de la chouette, on n'a pas parlé, mais voilà, c'est typiquement ce genre d'initiative qu'on essaye de soutenir sur nos territoires, hein, l'Oasis Multiculti avec les semblables, évidemment. On essaye d'animer tout un réseau de professionnels. Donc il y a un petit changement de stratégie ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on a longtemps été chercher l'entièreté des professionnels dans tous les secteurs. Là, on essaye de créer des dynamiques entre professionnels de certains secteurs que nous, on considère intéressants vis-à-vis des enjeux écologiques. Par exemple, à Strasbourg et autour, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur activité en tant qu'entrepreneurs à vélo. Des cycles et d'autres en font partie. Ça peut être des restaurateurs, des libraires, ça peut être vraiment des réparateurs de vélos à vélo, des plombiers, enfin il y en a pas mal. Et nous, en tant qu'association qui défendons l'économie locale engagée, on leur apporte un espace d'échange et un espace où ils peuvent construire des projets en commun. Un autre exemple, avec les gens qui font de l'alimentation végétale, donc on sait que réduire sa consommation de viande, c'est un levier important. En Alsace, on a la chance d'avoir énormément de producteurs en agriculture. Il y a du tofu alsacien, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a beaucoup de gens qui transforment de l'alimentation et qui le produisent localement et qui le vendent localement. Des traiteurs, des restaurateurs, tout ce petit monde, on leur a proposé de coopérer, et dans cet espace de coopération, on a construit un événement qui va avoir lieu le 9 juin au Phare Citadelle à Strasbourg, qui sera un grand festival de cuisine végétale. Enfin, voilà ce que peut apporter tout bêtement ce moyen de paiement. Si on le dit vite, on ne comprend pas tout à fait ce qu'il y a derrière le fait de payer en monnaie locale. Oxfam pourrait être une association bénéficiaire du 1% asso. 1% asso, c'est quoi? C'est pendant une période, donc là ça va commencer le 16 mai pour la prochaine campagne, 1% de ce qui sera payé en monnaie locale sera reversé à une association. C'est un engagement collectif en se disant que ces associations locales, donc là en l'occurrence ce sera Stammtisch, qui accompagne des personnes immigrées qui veulent se professionnaliser dans la cuisine. Donc nous, on trouve que c'est un projet super, qui participe à l'économie locale, qui bosse beaucoup en partenariat avec beaucoup d'autres structures sur le territoire. Et voilà, on décide d'avoir cette campagne ensemble, et eux-mêmes vont animer cette campagne en parlant du STUC. Donc voilà, c'est gagnant pour tout le monde. Et un des piliers importants des monnaies locales, et en Alsace, on n'est pas les seuls à faire ça, c'est qu'à chaque fois que vous convertissez vos euros en monnaie locale, ils sont placés à la nef, et vous avez entendu juste avant tous les bénéfices qu'il y a d'avoir une partie de son argent à la nef. Et voilà, je veux terminer sur l'aspect collectif en fait du projet. C'est pas un acquis, avoir une monnaie locale sur un territoire, ça s'anime. Ce sera seulement avec les forces qu'on y mettra que ce projet existera. Donc toute nouvelle personne volontaire pour faire parler de cette monnaie locale, simplement le mentionner auprès du commerce chez qui vous allez régulièrement en disant ça existe sur mon territoire, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Je vais déjà vous remercier pour tous ces beaux éclairages. Je veux vous remercier aussi pour le fait d'être allé vraiment droit au but. Si je regarde mon horloge, on est pile dans les temps qu'on s'était donnés pour avoir de l'espace pour vous. Donc ce qu'on va vous proposer là maintenant, c'est un petit temps d'échange entre vous, dans lequel je vais vous proposer deux questions que vous allez pouvoir utiliser comme amorce un petit peu d'échange. Et on va vous poser des post-it et de quoi écrire dessus pour que vous puissiez noter en fait des questions qui émergent de vos échanges autour des sujets qu'on a évoqués ensemble. Donc vous aurez à peu près une vingtaine de minutes, on dira un quart d'heure, 20 minutes d'échange dans des petits groupes de 4 comme ça, pour qu'on puisse collecter des questions qui vont émerger de vos échanges.
On les collectera, on va les trier, on fera une petite pause en fait après ce temps d'échange que vous aurez. Et ensuite, on reprendra la parole à partir de ce que vous aurez envie d'entendre et les sujets qui vous sont importants, vos questions, de manière à ce qu'on soit vraiment au service du sujet et des questions que vous vous posez. Est-ce que vous pouvez simplement me faire un signe pour ceux pour qui ça ne serait pas clair? Si quelqu'un a une question ou voilà, besoin d'éclaircissement, faites un grand signe. Si je vois aucune main bouger, c'est que j'ai été clair. Ok. Donc je vais vous inviter à vous mettre à trouver des voisins de discussion, donc par 3-4, étant donné le nombre qu'on est là, des groupes de 3-4, ça peut être intéressant. Et nous on va passer, donc vous posez des post-it et je vous referai signe au bout du temps imparti pour qu'on collecte les post-it. Ça vous va? Voilà. Question? Tu as dit que tu nous poserais 2 questions pour, Ah oui, merci. Les questions, ouais, donc, en fait, ce que je voulais vous proposer, c'est déjà d'échanger autour de quelle émotion ça vous fait, en fait. Qu'est-ce que ça fait pour vous, tout ce qu'on vous a apporté comme information ou partagé. Donc voilà, d'aller peut-être explorer un petit peu ce registre-là entre vous. Et puis sinon, donc la deuxième proposition, voilà, c'est quelles questions et quels sujets en fait ça a fait émerger pour vous ce sujet, et ça nous permettra nous de pouvoir contribuer, de vous apporter des éclairages sur ce qui est important pour vous. Alors, ça y est, on a à peu près récolté toutes vos questions. On a essayé d'organiser un petit peu la façon dont on va essayer de traiter ces différents sujets. Donc déjà, merci pour les questions que vous nous avez amenées. On va voir ce qu'on arrive à broder et à dire à partir des sujets qui vous intéressent. Donc je vais commencer par les questions qu'on a identifiées qui pourraient concerner plus Emmanuel. Donc il y en a qui posaient la question autour de l'euro et est-ce que ce serait une bonne démarche de sortir de l'euro? Il y avait des questions aussi sur le ranking, enfin donc la notation des personnes qui sont opérées par les banques, et est-ce que ça touche des banques ou des particuliers ou des entreprises? Est-ce que ça serait une bonne idée d'effacer la dette des États? Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Et à défaut d'initiatives financières trop souvent isolées, existe-t-il des petits systèmes financiers complets qui ont été pensés et qui sont trop peu diffusés pour le moment? Voilà. Donc on va passer la parole à Emmanuel. À partir de ça, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Alors déjà, merci pour ces questions. Alors la première question, tu peux me... Alors, sortir de l'euro. Alors moi, je suis pas économiste, hein, donc je vais avoir du mal à vous répondre. Il faudrait aller demander à nos amis anglais, voir si ça leur a fait du bien. Mais bon, après, sortir, ça veut dire à nouveau recréer une monnaie, et puis du coup, comment avoir de la force? Déjà, quand on avait le franc, on allait souvent voir nos voisins allemands pour qu'ils nous filent un coup de main, parce qu'on se faisait attaquer régulièrement et c'était eux qui venaient acheter du franc pour nous défendre. Donc je suis pas sûr de la stratégie. Par contre, ce que je peux vous dire, alors là c'est tout à fait personnel, je suis pas pour une Europe fédérale. Voilà. Donc je trouve que c'est le grand danger, c'est d'arriver à une Europe fédérale avec une espèce de dictateur à la tête de tout ça. Et il y en a qui y pensent, qui auraient bien envie. Voilà, ça je ferai pas. Mais l'euro, c'est quand même sympa, de pouvoir circuler, voilà, et d'avoir une monnaie unique, de ne plus avoir de problème de change. Voilà, ça a remis un peu tous les gens qui sont... Alors, bien sûr, ça a des écueils, parce que si on regarde la Grèce, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Hein. Voilà, donc il faut faire preuve de discernement.
Voilà ce que je peux en dire. Ensuite, il y avait une histoire de rating. Alors, j'ai pas bien compris la question. Le rating exclut-il... Ah oui, oui, oui. C'est un peu... Alors, ça n'empêche pas de créer une entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez créer une entreprise, du moment que vous ne demandez rien à un banquier, tout va bien. Voilà, ça va bien jusqu'au moment où il regarde vos flux financiers, ce que vous lui rapportez, grosso modo, c'est-à-dire les flux qui circulent. En fait, on parle de produits nets bancaires, c'est-à-dire que pour chaque compte, que ce soit un particulier ou une entreprise, on sait ce que nous rapporte un client. Donc, si c'est un tout petit compte, peut-être qu'à un moment donné, votre chargé de clientèle, ça m'est arrivé dans une banque. C'est pas si vieux que ça, quand j'avais déjà quitté la banque. Et on m'a dit, je suis désolé, mais votre compte il est trop petit. Moi, je m'occupe des comptes là, mais à partir de là. Et puis vous êtes là. Ah, ok. Donc, il va falloir trouver un autre banquier. Bon. Voilà comment ça se passe. Donc, on peut créer son entreprise. Après... il faut trouver le bon banquier. Si vous avez un projet avec lequel vous allez demander des financements, après vous pouvez aussi vous rapprocher de structures comme France Active. Il y a pas mal aussi de structures qui aident aujourd'hui à la création d'entreprises et qui sont plutôt, qui essaient en tout cas d'avoir une démarche vertueuse. Et c'est ceux vers qui je vous conseille d'aller pour qu'ils vous dirigent vers la nef, qu'ils vous dirigent vers une finance éthique, quoi. Effacer la dette des États. Alors ça, j'en sais rien. Moi, je trouverais ça bien qu'on n'ait plus de dette du tout. Je trouverais ça super. Voilà, je suis pas compétent là. Je vous avoue que je pourrais vous en parler, mais voilà, ce serait que mon avis. Et je suis pas sûr que ça vous intéresse tant que ça. Je me permets peut-être d'intervenir à cet endroit-là. En fait, le sujet de la dette des États. Pour moi, ça a un lien aussi avec les règles qui définissent la façon dont est définie la monnaie. Donc en fait, là, il y a un lien sur des choix qu'on a collectivement, qui sont possibles en fait pour nous collectivement. On pourrait aussi choisir de définir autrement la monnaie qu'on utilise pour faire nos échanges. Donc là, dans le chemin qui nous est tracé, ça paraît très peu probable qu'on remette ces règles en question, mais rien ne nous empêche de penser la monnaie d'une autre manière et qui serait pas propice à la création de dette, qui est basée sur la création de dette. Alors, on a d'autres questions qui nous ont été soumises. Donc là, plus des sujets qui concernent, je crois, Olivier, la nef. Est-elle exposée sur les marchés financiers? Le système bancaire s'effondre, que devient la nef ou le schluck? Et voilà, redéfinir simplement le fonctionnement de la nef. D'accord, donc je vais commencer par ça. En fait, circuit court de l'argent, comme producteur-fournisseur, on collecte de l'argent auprès d'épargnants et on utilise cet argent pour financer des projets éthiques, vertueux, engagés, des projets de la transition. Donc, entre nous et l'épargnant, il n'y a pas de banque centrale, pas de marché financier, on fait de l'intermédiation, en fait, tout simplement. On est un support de collecte et un support de prêt, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si c'est plus clair dans le fonctionnement. Sur l'exposition de la nef, je vois deux types de réponses à vous apporter. C'est que finalement, s'il y a un crack financier, l'argent de toute façon ne vaudra plus rien. Que vous soyez à la nef, que vous soyez dans n'importe quelle banque, on achètera une bière avec une brouette de billets, donc ça ne changera pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, effectivement, nous, on n'est pas exposé au marché financier, à ces fluctuations, à ces dérives. Si à un moment, on n'a plus d'épargnants, donc de citoyens qui nous confient des fonds, on ne peut plus prêter. Donc pour nous, ça s'arrêtera comme ça en fait. C'est vraiment ce lien que je voulais vous dire, ce circuit court. Donc on a une exposition beaucoup plus limitée que les autres banques, parce que nous, clairement, la crise des subprimes, on n'a rien perdu. On n'a pas investi en Grèce, on n'a pas investi dans d'autres pays.
On n'est pas comme avoir perdu plusieurs milliards d'euros comme certaines banques qui ont été citées dans le rapport d'Oxfam, d'ailleurs parce qu'on ne les avait pas ces milliards d'euros, puis on ne les avait pas investis de cette façon-là. Mais donc effectivement, on a une exposition beaucoup plus modérée aux fluctuations financières. Merci Olivier. Alors, je vais proposer ces deux questions, voilà, ces thématiques autour de a-t-on encore besoin d'un système financier qui finance des produits polluants? Et associé un peu à cette thématique, c'est comment médiatiser et vulgariser ces sujets pour que les citoyens s'en saisissent. Donc voilà, si peut-être Alexandrine, tu peux nous apporter quelques éléments là-dessus. Donc, a-t-on besoin de financer des produits très polluants? Enfin, ok, merci. A-t-on encore besoin d'un système qui finance les produits polluants? Bah non, il faut que ça s'arrête. En fait là, ça casse beaucoup. En fait là, si on continue comme ça, on est sur la trajectoire des 4 degrés, donc ça va pas le faire. Donc non, il faut arrêter de financer ces produits polluants. Voilà, enfin je vois pas trop ce que je peux ajouter là-dessus. Et est-il raisonnable de penser que le rapport changera les choses? En fait, on ne sait jamais quand on fait une action, est-ce que ça va changer, c'est ça qui va changer les choses ou pas. Quand quelque chose change effectivement, c'est parce qu'il y a eu tout un tas d'actions qui ont été menées et qui ont mené à ce changement. On ne peut pas dire que telle loi a été passée parce qu'on a fait telle chose. C'est l'accumulation des actions individuelles et collectives qui donne un résultat. Donc oui, moi je pense que les rapports d'Oxfam changent beaucoup de choses. Déjà, ça donne des appuis aux politiques, aux décisions politiques, et c'est des rapports reconnus. C'est des experts qui les font et qui sont. Oxfam est une ONG qui est reconnue pour ça et pour la qualité de ses rapports. Et donc, moi je pense que oui, ça change les choses. Je pense qu'il faut cesser d'avoir un discours défaitiste en se demandant qu'est-ce qui change ou ce qui ne change pas. Chaque action dans le bon sens est bienvenue et voilà, c'est mon avis. Comment médiatiser, vulgariser pour que les citoyens s'en saisissent? Ça effectivement, c'est une question toujours. On a des rapports qui sont des longs rapports, mais qui ont aussi donc des versions plus courtes, des résumés dont d'autres associations peuvent s'en saisir, ou vous, si vous vous posez des questions sur certains sujets. Il y a aussi des e-books des e-books thématiques que vous pouvez consulter, qui sont gratuits en ligne sur le site d'Oxfam. Qui résument les positions, les arguments des uns et des autres. Donc après, à chacun de s'en saisir, à chacun de le médiatiser. Et voilà. Abonnez-vous à notre compte Instagram. Donc merci Alexandrine. Alors là, on a quelques autres questions. Je pense qu'ils s'adressent plus à toi, Tom. En fait, notre question a été mal interprétée. C'était le rapport de la on a fait une petite torsion là-dessus parce que en fait ça joue de la même manière. La réponse, j'espère que vous pouvez comprendre que la réponse elle va être très similaire pour quel que soit le rapport. Après, on va évidemment entendre quelques éléments que va nous partager Charlotte à partir des questions qui ont été posées, mais voilà, on est conscient que voilà, on a tordu intentionnellement. C'était notre choix. Donc voilà, quelques questions qui pourraient plus s'adresser à Tom. Alors, est-ce qu'une autre alternative à la monnaie pourrait être pertinente? Donc, par exemple, le système de troc, les selles. Reprendre le pouvoir sur son argent, n'est-ce pas aussi accepter d'avoir en avoir moins, mais plus de liens? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de création monétaire tels que la June? Donc peut-être que tu pourras nous parler un tout petit peu de ça. Quelle monnaie locale, quel impact global ont les monnaies locales et quel levier des COP,
des coopérations non bancaires pour définanciariser l'épargne. Ok. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à tout. Sur les alternatives aux monnaies locales, ce qui est important de dire, c'est que les monnaies locales, elles existent parce qu'il y a une loi qui est passée, qui est la loi ESS de 2014, et qui donne un cadre réglementaire aux monnaies locales. C'est à la fois quelque chose de très contraignant parce que y a plein de réglementations qui nous limitent dans nos actions. Par exemple, le fait de se détacher de l'euro. Aujourd'hui, 1 euro peut être converti seulement en 1 štuk ou autre monnaie locale. Donc, par contre, c'est un point d'appui énorme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 70 monnaies locales en France. On n'est pas du tout les seuls à faire cette activité-là. Et donc, en cela, c'est assez complémentaire aux autres modes qui ont été cités, comme le troc, le don, enfin voilà. Par rapport à la June, c'est un projet de crypto-monnaie qui est peut-être un des plus vertueux qui existe. Ceci dit, il est très différent des monnaies locales puisque déjà au niveau du territoire, on est sur un espace mondial. Il y a aussi avec la June un système de rétribution journalière qui permet d'avoir 10 junes par jour, par exemple, à utiliser. Et là, c'est là où il y a une vraie distinction avec la monnaie locale, à utiliser où. Pour les monnaies locales, c'est simple, c'est les adhérents qui choisissent les endroits où ils veulent dépenser leurs trucs. Quelqu'un qui veut accepter les junes a juste à se revendiquer moi j'accepte, ok, c'est ok. Donc ça pose plein de questions réglementaires, notamment sur des trucs qui seraient peut-être un peu plus illégaux, ce genre de choses. Donc il y a moins de contrôle, on va dire. Ce qui est un territoire d'expérimentation génial. Donc personnellement, j'ai longtemps été membre de la June, mais ça m'empêche pas de plutôt militer pour les monnaies locales qui ont un ancrage territorial avec une communauté forte et qui s'inscrit dans un cadre législatif plus large. Sur l'impact des monnaies locales en France, c'est simple, je vais vous renvoyer à l'étude sur l'utilité sociale des monnaies locales qui aborde en fait les différents aspects. Il y a des questions de solidarité, d'écologie, de dynamique territoriale, d'économie. Je vais vous donner peut-être 2 chiffres. Par exemple, sur les questions de citoyenneté, 69% des adhérents comprennent mieux les liens entre l'économie et les enjeux écologiques, sociaux et démocratiques. Sur les questions économiques, peut-être que c'est là où vous êtes le plus sceptique par rapport à l'impact des monnaies locales. 22% des professionnels notent un effet visible de la monnaie sur leur chiffre d'affaires. 5 millions en circulation en France de monnaie locale, donc c'est autant pour la transition écologique. Sur les dynamiques territoriales, moi je pense que pour le štuk, c'est un des aspects les majeurs en termes d'impact sur le territoire, c'est-à-dire que à travers les événements, à travers des actions comme le 1% pour Stammtisch, tout ce qu'on fait dans ce cadre associatif, c'est un vrai, c'est significatif. Quelqu'un qui aujourd'hui veut lancer son activité d'entrepreneur à vélo, il sera dans le carnet d'adresses de potentiellement 15 autres personnes qui pourront l'aider à lancer son activité. Donc non, je pense pas que ce soit négligeable, je pense qu'on est au début de l'histoire, mais en tout cas, il y a des effets significatifs qui ont été mesurés au niveau national et je peux vous dire que localement, à Strasbourg, c'est identifié comme un espace de coopération qui est pertinent. Merci beaucoup. Alors, dernière série de questions qui vont s'adresser plutôt à toi, Charlotte, je crois. Donc là, il y a une thématique qui ressort autour des leviers pour réduire l'évasion fiscale. Je vois ici, il y a un sujet autour de l'évasion sociale. Donc, qu'est-ce qui peut être fait peut-être en supprimant des niches fiscales voilà, est-ce qu'il y a des leviers à cet endroit-là et comment peut-être rediriger des investissements vers des investissements plus éthiques. C'est quoi les leviers ?
Et je vois, pensez-vous qu'un jour l'évasion fiscale n'existera plus? J'aime bien cette question. Je vais prendre celle que tu n'as pas lue, parce qu'elle me plaît bien. Alors, évidemment, on peut faire quelque chose contre l'évasion fiscale. On va essayer avec celui-là. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne bouge plus. On a énormément de possibilités d'avancer sur la question de l'évasion fiscale. Et ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'évidemment c'est une question de volonté politique. Et j'ai vu un peu dans les questions, il était est-ce qu'on peut arriver à mettre fin à l'évasion fiscale? Alors il y aura toujours une volonté de la part notamment des grandes multinationales et des très riches de ce pays. Il y aura toujours une volonté de réduire au maximum l'impôt. Mais plus on encadre les possibilités de le faire et plus on empêche les possibilités de réduire l'impôt, plus on va avancer sur le sujet. Pour vous donner un chiffre, je disais 100 milliards d'évasion fiscale. Là, le Premier ministre, qui a lancé un grand plan de lutte contre les fraudes au printemps dernier, a donné les chiffres pour l'année 2023 et il a été possible de récupérer 15,2 milliards, ce qui a été annoncé comme un chiffre historique. On a eu un grand renfort de communication, un grand satisfecit de la part du gouvernement, sachant qu'il y a encore moins de 10 ans, on recueillait 17 milliards, donc pour le chiffre historique, on repassera. Donc on voit qu'on est très très en deçà de ce qu'on pourrait récupérer. Et ça, je le disais, c'est une question évidemment de moyens. Pour donner un peu d'optimisme, il y a eu des très grandes avancées sur la question de l'évasion fiscale. Je pense par exemple à la levée du secret bancaire, notamment en Suisse ces dernières années, qui a fait drastiquement chuter le nombre de comptes cachés qu'il y avait dans les paradis fiscaux. Il y a une avancée sur laquelle je suis très critique, mais sur le principe, c'est une avancée. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'impôt mondial qui a été mis en place par l'OCDE, qui en gros considère que pour les sociétés, on a un impôt qui sera calculé à l'échelle mondiale et qui sera de 15%. C'est là-dessus que je suis très critique. Sur la méthode, c'est quelque chose que, avec la gauche en général, on demande depuis très longtemps qu'on ait un impôt qui soit calculé à l'échelle mondiale pour éviter le dumping fiscal entre les différents pays, et notamment avec les paradis fiscaux. Sauf que le choix de faire un impôt à 15%, évidemment, vient en fait entériner le dumping fiscal, puisque l'impôt sur les sociétés en France est autour de 25%, 30%, et là on va donc acter un nivellement par le bas. Donc ça, ce choix-là, il est assez triste, mais sur la méthode, on a pu, à l'échelle mondiale, définir qu'on allait calculer un impôt mondial. Donc ça veut dire qu'on peut prendre des décisions et avancer sur ces sujets. Donc moi, je suis assez optimiste sur les possibilités qu'on a. Je suis absolument pas optimiste sur le fait que le gouvernement actuel prenne ce chemin-là. Soyons très clairs. Mais on a tout à fait moyen d'avancer sur le sujet. Pour l'instant, on a énormément de retard sur les montages fiscaux et sur l'évasion fiscale, mais on peut essayer de colmater, de rattraper au maximum ce retard. Et plus on encadre et plus on lutte contre l'évasion fiscale, plus on va atteindre ce qu'on appelle la fraude et l'évasion évitée, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus... on ne va pas recueillir 100 milliards par an en recouvrement, on va juste éviter que cet argent s'en aille. Donc ce qui est un peu compliqué pour le compter. Est-ce que... Alors après, voilà, là moi je vous ai parlé évasion fiscale parce que c'est le cœur de mon travail, mais évidemment la question des niches fiscales, c'est un moyen d'utiliser. Il y a tout un tas de niches fiscales qui ne devraient plus exister, qui sont d'ailleurs, qui permettent notamment des investissements dans les projets polluants. Il y a énormément de niches fiscales qui sont particulièrement injustes. Il y a des niches fiscales qui sont détournées pour l'évasion fiscale. Donc il y a, là, on estime qu'on pourrait aussi atteindre, je crois, on a fait des propositions avec mon groupe politique de suppression de tout un tas de niches fiscales qui nous semblent néfastes, et on est autour de 50 milliards à gagner par an en supprimant ces niches fiscales. La fiscalité, elle peut toucher aussi nous on propose par exemple un retour à l'impôt de solidarité sur la fortune. Je peux citer aussi le rapport de Pisani-Ferry, qui est l'ancien conseiller économique de Macron, qui lui proposait la création d'un impôt de solidarité sur la fortune pour
financer la bifurcation écologique. Ça me permet de répondre un petit peu aussi à la question de la dette. Il y a tout à fait, on pourrait tout à fait décider, par exemple, d'effacer la dette liée au Covid. Ça, c'est des propositions qu'on fait, parce que les États se sont énormément endettés pour passer la crise du Covid, et ça, on pourrait tout à fait décider de ne plus rembourser cette dette-là. On pourrait décider que la bifurcation écologique nécessite un endettement massif, et que cet endettement massif va générer ensuite une croissance vertueuse, et parce que qui dit bifurcation écologique, si on se met à le faire réellement, on va générer énormément d'emplois, énormément de circulation aussi d'argent. Donc en fait, quelque part, il y a de l'endettement qui peut générer de la croissance, et de la croissance qui soit un peu plus vertueuse. Donc moi, je suis plutôt pour considérer que la dette est un outil pour les États. On n'est pas du tout sur le même rapport qu'un endettement de ménage. On est vraiment sur un outil pour financer notamment la transition écologique ou la transition sociale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Alors, alors, qu'est-ce qui est sur le feu actuellement au niveau politique sur la thématique de la finance? Plein de choses. Il y a le feu, ça dépend de quel feu on parle. Par exemple, la semaine dernière, en commission des finances, on a examiné une proposition de loi qui venait des députés Renaissance, qui proposait de faire en sorte, pour faciliter la vie des petites et moyennes entreprises, qu'elles puissent se financer sur les fonds d'investissement et sur le marché international, et qu'elles puissent participer à tout ce qui circule en bourse. Évidemment, on a voté contre, parce que là, on va mettre dans la main de très gros actionnaires des petites entreprises. Enfin, on est complètement dans l'inverse de ce qu'il faudrait faire et de ce qu'on discute là aujourd'hui, de bien s'ancrer au maximum dans l'économie réelle, et de surtout arrêter d'aller sur tout livrer à la main invisible du marché, comme on dit. Et puis je pense aussi, on a eu la niche parlementaire des écolos qui est passée cette semaine, et on n'a pas pu examiner leurs textes parce que on ne peut pas examiner tous les textes qui sont proposés, mais par exemple les écologistes avaient proposé qu'on sorte, et là je reviens à ce que tu disais Alexandrine sur ce sujet-là, ils ont proposé qu'on oblige légalement les banques à supprimer leurs actifs dans les financements des projets d'énergie fossile, et faire en sorte que les banques ne puissent plus financer tout ce qui est lié à l'extractivisme et à l'exploitation des énergies fossiles, évidemment. Le texte est passé en commission, moi j'étais chef de file sur ce texte-là, j'ai soutenu cette proposition de loi, et on a eu une levée de bouclier, évidemment, qui nous disait qu'on allait mettre la planète allait s'effondrer, on allait avoir une pluie de sauterelles qui vont tomber dessus, enfin, bref, des choses qu'on nous dit régulièrement. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe sur le feu de la finance? Plein de choses en fonction de l'axe politique qu'on prend, mais la réponse est que clairement c'est un levier politique extrêmement puissant, et je crois que c'est pour sortir de tout ce que les uns et les autres ont dit là, et il faut et c'est des choix politiques à faire. Eh bien, merci d'avoir été là. Je vous propose qu'on termine ce temps d'échange autour du sujet de la finance. Alors, je ne sais pas si on a bien répondu à la question qu'on avait mis au centre de notre sujet, quel sens donner à la finance. En tous les cas, on a donné un petit peu à voir dans quel sens va la finance. Et voilà, j'espère que ça vous a apporté des éclairages. On vous remercie vraiment beaucoup pour toutes les questions que vous avez pu soulever et que vous nous avez apportées. J'espère que vos petits temps d'échange ont été aussi intéressants entre vous. Et je vous propose de profiter de la soirée qui va se continuer encore un petit peu ici, ensemble, dans la bonne humeur, et continuer les discussions avec nous, entre vous, voilà, dans le temps qui vous reste encore à passer ici. Bonne soirée à tous.